J'ai choisi Amazon KDP. J'étais sur une anomalie de marché, on va dire. Il y avait une très forte demande, entre 3 et 7, 8 000, je pense, par mois. En CE1, je savais presque ni lire ni écrire. C'est assez impressionnant comment ça peut fonctionner quand on fait les choses bien. J'ai pris ta formation. C'est certain que mon livre, il n'aurait pas aussi bien fonctionné. Et ce qui est cool, c'est que Jérémy, sous 24 heures, tu as la réponse. Au final, les résultats, ils ont payé 6, 7, 8 euros de marge selon la version, si c'est un e-book ou un livre classique. Salut Lucas, merci d'être aujourd'hui avec moi pour cette interview sur la chaîne YouTube. Merci de ta présence. Avec plaisir, Jérémy. Du coup, Lucas, c'était intéressant, je pense, de t'interviewer. En fait, tu es un membre de ma formation. Et ce que je trouvais intéressant avec toi, c'est que tu as eu des super résultats sur Amazon KDP, mais avec un seul livre. Et du coup, c'est souvent une question que j'ai. Combien il faut de livres, etc. pour réussir sur KDP. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui que tu sois là. Donc, merci de ta présence. Parce que je pense que ça va être super intéressant ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et me raconter un petit peu de finalement, toi, ton enfance, de comment tu es arrivé petit enfant à aujourd'hui sur Amazon KDP, quelle a été l'évolution, comment tu es arrivé jusqu'à là? Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu? Eh ben, écoute, j'ai eu une enfance normale dans une ville moyenne en France, rien de particulier à signaler. À part le fait que, en français, j'étais vraiment pas très bon. C'est-à-dire qu'en CE1, je savais presque ni lire ni écrire. J'avais un professeur personnalisé parce que j'étais dyslexique. J'étais vraiment accompagné sur toute la partie français à l'école et tout. Et j'ai jamais eu des très bonnes notes. Je pense au bac de français, j'ai eu entre 10 et 12. Vraiment, c'est pas mon point fort. Donc, c'est Bonne note. vraiment pas. Ouais, non, mais je veux dire, c'est. Ouais, mais ouais, c'est pas terrible. Donc, c'est pas parce que on n'est pas forcément très bon en français qu'on peut pas écrire un livre. Donc, la preuve en est. Et donc après, j'ai fait des études classiques, ingénieur, bac plus 5. Et ensuite, je me suis mis à écrire le livre directement. J'ai jamais travaillé en tant qu'ingénieur. Donc voilà. Et du coup, je me suis lancé sur le projet d'écriture d'un livre parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me posaient des questions sur ce sujet-là. Et donc, j'ai écrit vraiment un livre pour répondre aux questions des personnes. Donc, il est vraiment orienté en ce sens. Et je pense que c'est une partie des raisons de succès de ce livre. Ok, génial. Voilà. Merci pour la petite présentation. Je te dis que c'est une bonne note parce que moi, j'ai eu moins au bac de français. Ah ouais? J'étais comme toi, T'as eu combien? j'ai eu 6. Après, J'ai eu peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être plus dur. Enfin, je veux dire, C'est c'est gentil de me réconforter. peut-être qu'à votre époque, je réussisse aussi. Donc, mais voilà, en tout cas, je voulais juste dire par là que j'étais pas un génie des lettres. Ouais, J'avais pas 18, 19 en français. Je fais toujours des fautes à plein de mots. Je suis obligé de mettre le correcteur. Donc voilà, mais OK, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas écrire un livre. OK, génial. Du coup, tu disais que tu es passé, donc tu as fait des études d'ingénieur et du coup, tu es directement arrivé, dans l'entrepreneuriat finalement. Tu es pas passé par la case salarié. Est-ce que depuis tout petit, tu te disais, «Je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux être à mon compte» ou est-ce que tu te disais: «Non, je vais être ingénieur, je vais travailler dans une boîte» ou tu avais pas du tout cette réflexion et tu en savais rien peut-être? Non, je veux dire que ça m'intéressait toujours le monde de l'entreprise, créer une entreprise, avoir des projets, ça m'a toujours intéressé. Après, je savais pas vraiment où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire et mais je savais que le propre d'un entrepreneur, c'était d'aider les gens et de répondre à des questions des personnes et les aider. Et donc je savais qu'il y avait un besoin sur, le marché où j'étais, parce que je le voyais autour de moi, j'avais plein de questions qui venaient et donc je me suis dit: «Bah, justement, si je suis entrepreneur, bah, je vais répondre à cette demande» et donc j'y ai répondu sous le format d'un livre, mais ça aurait pu être sous un autre format, ça aurait pu être sous d'autres manières de créer du contenu, mais j'ai choisi celui-là et voilà, quoi. Donc après, j'avais déjà fait des stages en entreprise et tout, mais ça m'avait pas forcément plu et je me projetais pas forcément là-dedans à long terme. Donc je me suis dit: «Bon allez go, on fonce, on n'a qu'une vie». En plus, quand on est jeune, l'avantage c'est que, on n'a pas une famille qui compte sur nous, on n'a pas d'enfants à nourrir, donc en fait, on peut prendre ce risque et donc plus on est jeune, plus on peut «s'amuser» entre guillemets à tenter des choses et prendre des risques. Alors qu'à 40 ans, si on a 2 enfants plus, une femme, et cetera, bah, en fait, c'est pas forcément aussi simple de pivoter et de pouvoir, se dire: «Bah, tiens, je vais me lancer là-dedans». Donc, je me suis dit: «Si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais, donc go». Yes, tout à fait. Petite précision pour ceux qui se demandent pourquoi. Alors, tu veux quand même assez rester, anonyme.
sur ce travail-là d'écriture de livres. C'est pour ça que voilà, t'es pas malade, t'as pas le Covid, mais c'est pour ça aujourd'hui que tu as ce masque-là. Ouais. Voilà, pour la petite parenthèse, j'avais oublié de le préciser. Du coup, si je résume, tu as trouvé une idée et tu t'es dit, je veux écrire un livre sur cette idée-là. C'est vrai que souvent, c'est plutôt peut-être le contraire qui se passe. Mais toi, du coup, tu avais repéré en fait un besoin sur une niche, sur un marché, c'est ça? C'est ça. En fait, j'étais sur une anomalie de marché, on va dire. Il y avait une très forte demande. Il y a toujours une très forte demande et personne qui est là pour y répondre. Et en fait, moi, je me suis dit, là, on est sur un marché porteur. Il y a peu de gens qui répondent, enfin, qui proposent des solutions à ces questionnements. Donc, moi, je vais y répondre. Et plus j'avançais dans l'écriture de livres, plus je me disais, en fait, il y a vraiment un besoin. Et c'est ça qui m'a aussi poussé à vraiment essayer d'écrire le meilleur livre possible, parce que je ne me suis pas contenté justement d'écrire un livre normal, moyen et tout. Mon objectif, c'était vraiment de faire une masterclass, faire un vrai livre qui allait réussir, qui allait fonctionner, qui allait aider les gens. Et donc, on en reparlera plus tard, mais en fait, j'ai vraiment fait les choses. Je pense que je suis allé assez loin dans l'écriture de livres pour que ce soit vraiment très qualitatif, ou en tout cas au maximum, pour que ça réponde aux besoins. Et derrière, c'est assez impressionnant comment ça peut fonctionner quand on fait les choses bien. Mais il faut être sur une niche quand même qui est porteuse. Parce qu'en fait, je pense que si j'avais écrit un livre d'une telle qualité, mais sur une niche qui baissait, où il y a peu de demandes, où les gens ils n'ont pas forcément un budget, ou alors les gens ne vont pas sur Amazon pour acheter ce genre de livre. En fait, il y a plusieurs choses qui comptent. C'est de faire un bon livre, mais il y a aussi l'environnement extérieur. Et donc, l'objectif, c'est d'aller sur une niche qui est porteuse, où il n'y a pas forcément une grosse concurrence, de la demande, et où nous, on a les capacités d'y répondre. Donc ça, c'est vraiment un must, parce que c'est certain que si j'avais fait sur un autre sujet, où il y avait moins de demandes, j'en aurais vendu beaucoup moins. J'aurais pu écrire le meilleur livre du monde si c'était sur comment allumer une allumette pour le gaz, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'en fait, personne ne s'intéresse à ça. Inversement, il y a des gens qui écrivent des mauvais livres dans des bonnes niches, ça marche, mais pas aussi bien que s'ils avaient bien écrit ce livre. Donc en fait, c'est un ensemble d'éléments qui, ensemble, font que ça peut fonctionner. Ouais, je suis d'accord avec toi. La niche, c'est vraiment un des points cruciaux. Parce que si tu n'as pas la bonne niche, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Pour donner un peu de contexte pour que les gens y comprennent, en fait, tu es dans on va dire, une thématique qui est assez connue, où il y a des livres dedans. Mais en fait, tu as sous-niché, plus exactement. Voilà, un peu de contexte. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. En fait, sur mathématiques, il y a déjà énormément de livres. Je pense qu'il y a toujours de la place, hein. Là, je pourrais imaginer d'autres livres sur la même thématique et je pense qu'il y a vraiment de la place. Après, tout dépend de comment on aborde le sujet. Et ouais, c'est ça. Je suis allé sur une sous-thématique d'une autre thématique. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si ta thématique, c'était le développement personnel, et puis tu avais décidé de faire un livre, je sais pas, sur comment se faire des amis, voilà. C'est ça, ou développement personnel pour les jeunes entre 20 et 30 ans. Ouais. Tu as bien ciblé aussi ça. Ouais, exactement. Ok, donc tu avais repéré ce besoin, tu t'es dit, il y a de la demande, je vais écrire un livre dessus pour y répondre. Tu avais déjà cette idée-là en tête. Du coup, c'est là après que tu as découvert Amazon KDP, ou tu connaissais déjà avant Amazon KDP? Non, en gros, première étape, c'est je me suis dit j'écris un livre. Je m'y suis lancé à fond. Vraiment, ce que je veux dire, c'est que j'ai passé vraiment des mois et des mois. J'ai fait relire mon livre par 30, 40 personnes, je pense, et de différents horizons qui pouvaient être dans ma cible, pour avoir un maximum de feedback et vraiment pouvoir écrire un livre qui réponde aux besoins des personnes et vraiment quelque chose qui leur plaise. Parce qu'après, en fait, ça devient tes premiers ambassadeurs. Donc, quelqu'un qui a lu un livre et qui est content, il va aller le recommander à d'autres personnes, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne saurais pas dire comment j'ai vraiment découvert Amazon KDP. Mais en fait, une fois que j'avais écrit mon livre, je me suis dit, maintenant, il faut que je le diffuse, il faut que je le vende. Et donc, j'ai regardé maison d'édition, Amazon KDP, et j'ai choisi Amazon KDP. L'avantage, c'est qu'on garde la main dessus. On peut modifier des choses à l'intérieur. Si ensuite, on veut ajouter des choses, on peut. On a la maîtrise totale sur le livre. Donc là, par exemple, je pense que je vais changer quelque chose. Par exemple, j'ai régulièrement des retours de lecteurs qui me disent « Ah tiens, une coquille là, il y a une faute, là, il y a une petite erreur. » Et hop, je peux les modifier. Alors que si c'était via une maison d'édition, je n'aurais pas forcément pu faire ça. Je peux ajouter «
à la fin du livre, si tu veux me retrouver sur tel réseau, bah, tu peux me retrouver là. Ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment modulable et qu'on garde la main dessus, que la marge est plus élevée et qu'on peut maîtriser la gestion de la publicité, on peut maîtriser plein de facteurs, alors qu'en fait, avec une maison d'édition, on leur donne le livre et après, c'est eux qui font. Nous, on peut l'aider à le booster en parlant sur nos réseaux, etc. Mais ce n'est pas nous qui vont avoir la main sur l'ensemble de la stratégie et l'évolution du livre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Amazon KDP. Et franchement, je ne regrette pas. Je pense que j'aurais pu en vendre beaucoup plus si j'étais passé par une maison d'édition. Mais je préfère, je pense, garder la main dessus et avoir le contrôle. Ok, je comprends, ouais. Alors, je suis d'accord avec toi sur les points que tu as évoqués. L'autre point aussi à évoquer quand même, c'est que c'est difficile de se faire publier souvent par une maison d'édition. Ouais, mais Souvent. moi j'ai eu des maisons d'édition qui m'ont contacté pendant Ok. que je l'écrivais, ouais. Et j'avais fait des appels avec eux, mais en fait, le truc, c'est que j'avais presque déjà fini le livre et ils me disaient, bon, bah, on va vous donner 1 € par livre. Et Hmm. franchement, j'ai fait le calcul, même si c'est pas uniquement financier, mon choix, enfin, même pas du tout. Mais quand on fait quand même le calcul, on se dit que bah, si tu gagnes 1 € versus par exemple 6 ou 7 ou même 10 € si tu passes par KDP, est-ce que la maison d'édition va te permettre d'en vendre 7, 8, 10 fois plus? Je suis franchement pas certain. À la limite, si c'était la moitié ou un tiers, ça pourrait être intéressant parce on pourrait s'imaginer en vendre peut-être 3 fois plus en vendant en magasin. Mais là, même pas. En plus, on perd la main dessus. En plus, j'aurais pas forcément pu écrire tout ce que j'avais eu envie d'écrire dans le livre. J'aurais pas pu forcément aller aussi loin sur certains sujets. Et donc, parce qu'il y a quand même la maison d'édition, elle vérifie, elle va te dire, bah, en fait, ça, tu peux peut-être pas dire, ça, faut peut-être que tu changes la manière de l'aborder. Et donc, en fait, j'ai préféré garder, entre guillemets, mon indépendance là-dessus, quoi. Ok. Surtout, je peux le faire Alors, évoluer et ça me fait plaisir. la petite parenthèse, si jamais, tu veux après dans le futur, tu as quand même des maisons d'édition qui sont OK pour te laisser en fait ton livre sur Amazon KDP et elles gèrent la partie librairie. Ok, Moi j'en ai qui m'ont contacté, comme ça. Donc voilà, à bon à l'occasion savoir en tout peut-être cas, dans ouais. le futur, ouais, voilà, ça pourrait arriver. OK, donc tu écris ton livre, tu te renseignes un petit peu, tu fais comparatif maison d'édition, Amazon KDP, tu te dis: Ouais, «Amazon KDP, ça me semble mieux, plus grosse marge grosso modo et un peu plus de liberté». Ensuite, si je dis pas de bêtises, tu prends ma formation, c'est peut-être ça, que ouais. tu la découvres sur YouTube, c'est ça? Ouais, en fait, je me dis, ça fait 9 mois ou 10 mois ou je sais pas combien de temps que j'écris mon livre. Je considère qu'il est bien parce qu'en fait, j'ai bien travaillé dessus, j'ai payé un correcteur, j'ai vraiment fait les choses bien et là, je me suis dit: «Bah, c'est cool d'écrire un livre, mais si personne tombe dessus, ça sert à rien d'avoir écrit un livre». Donc je me suis dit: «Bah, faut que je me fasse des comptes sur les réseaux sociaux». Donc je me suis fait des comptes, ils ont plutôt très bien marché. J'ai en plus eu du feedback via ces personnes-là parce qu'en fait, je passais ma journée à répondre à des gens qui me posaient des questions justement sur, le thème, que j'abordais dans le livre. Et donc, en fait, j'apprenais à comment répondre à la personne. Parce qu'en fait, en répondant d'une telle manière à telle question, je me rendais compte que la personne ne comprenait pas forcément très bien. Et donc, du coup, au bout de 10 personnes qui posent la même question, on apprend à répondre correctement à cette question-là. Et donc, ça m'a aidé à bien écrire le livre pour vraiment répondre aux besoins des gens. Et c'est assez fou, mais j'avais un flux de questions de 2, 3, 4, 5 personnes que je ne connais pas qui me contactaient tous les jours sur mes réseaux pour me poser des questions sur ce thème-là. Et donc ça, c'était la première étape, me créer un compte sur les réseaux sociaux et donc ça a très bien marché et donc ça m'a vraiment aidé dans la rédaction du livre et ensuite dans la suite. Et ensuite, je me suis dit, bah, là, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais par contre, tout ce qui est comment publier sur Amazon, comment bien faire une couverture, comment choisir le titre, comment choisir les mots-clés. J'étais sur la plateforme, je me dis, putain, il y a plein de petits trucs à cocher, je ne sais pas comment faire, donc il faut que je prenne une formation. Et donc là, j'ai cherché une formation, je suis tombé sur la tienne, je regardais déjà tes vidéos parce qu'en fait, avant de publier le livre, j'ai regardé des centaines d'heures sur YouTube, comment ça marche KDP et tout, mais je n'avais pas forcément toutes les réponses à mes questions. J'ai pris ta formation, mais ensuite je l'ai torché, c'est-à-dire vraiment, parce qu'il y a plein de modules, j'allais direct dans les modules qui m'intéressaient, je regardais tout d'un coup. En plus, ce qui est cool avec la formation, c'est qu'on peut poser des questions. Donc moi, je suis le genre de personne un peu chiante qui pose plein de questions sous sous les vidéos et qui dit ouais, salut Jérémy, j'ai une question là-dessus, est-ce que tu peux me répondre? Et ce qui est cool, c'est que bah, Jérémy, sous 24 heures, tu as la réponse. Et si tu te dis, est-ce qu'il faut que je coche ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça de telle manière? Je ne sais pas trop. Hop, il répond. Et ça, pour moi, c'est presque la plus grosse valeur ajoutée à la formation. C'est un, on sait où aller, comment y aller. Deux, si jamais un endroit, on a un doute sur l'indication, dans quelle direction aller, que faire, quoi faire, pourquoi le faire,
on peut poser une petite question, on a une réponse, et ça, pour moi, ça a une valeur vraiment très importante. Et ensuite, j'avais quand même toujours des petites questions, et là, c'était plutôt des questions sur la stratégie, des choses qui s'expliquent pas forcément dans une formation, parce qu'en formation, elle va expliquer comment faire certaines choses, mais elle va pas forcément être adaptée parfaitement à ta situation et à ton cas. Et donc, en fait, moi, j'avais besoin de plus de réponses sur certains trucs. Et donc, en fait, j'ai aussi pris un peu de coaching avec toi. Et ça, pareil, je considère que, enfin, c'est certain que mon livre, il n'aurait pas aussi bien fonctionné si j'avais pas utilisé ta formation, si j'avais pas acheté ta formation, si j'étais pas passé via ton coaching. Parce qu'en fait, il y a plein de petites choses. Quand on est débutant, on ne sait pas comment faire. Et si il suffit qu'il y ait une personne qui soit expérimentée, qui te dit, en fait, moi, j'ai publié déjà 30 livres, en cochant cette case-là, ça a eu tel effet, en cochant celle-là, ça a eu tel autre effet. Mais en fait, pour ton cas, prends celle-là, enfin, coche cette case-là, mets ce mot-clé-là, et en fait, ça a une valeur vraiment inestimable. Et c'est un investissement, je suis d'accord. Ça m'a coûté plusieurs centaines d'euros. Mais ce que je veux dire, c'est que le retour sur investissement derrière potentiel sur un livre qui peut te donner des royalties pendant des années, il est énorme. Donc en fait, même si tu as dépensé 1000 balles, si derrière tu vends 20%, 10% de plus grâce au coaching, et ben en fait, ça vaut carrément le coup. Et voilà, donc ça, c'est le raisonnement que je me suis dit. Et je me suis dit, en fait, j'y ai passé 9 mois ou 10 mois ou 1 an de ma vie. Je ne peux pas, juste par flemme de payer 1000 balles, si on les a sur le compte, bien sûr, ne pas maximiser tout dans mon livre pour que ce soit vraiment une réussite. Je veux pas, si mon livre est un échec, je veux que ce soit un vrai échec, mais que j'ai mis toutes les ressources possibles dedans. Par contre, s'il réussit, j'ai envie que ce soit une vraie réussite à fond. Je ne peux pas faire les choses à moitié. C'est pour ça qu'il a mis autant de temps à sortir le livre. C'est pour ça que j'ai fait relire par 30, 40 personnes. C'est pour ça que la couverture, je l'ai travaillé 3 fois. C'est pour ça j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos YouTube. C'est pour ça que je suis passé par le coaching. Et au final, les résultats, ils ont payé. Donc, je ne regrette pas mes choix. Après, c'est du sacrifice, c'est du travail. Et ce qu'il faut se dire dans les moments difficiles, c'est que c'est à ce moment-là où la concurrence, elle abandonne. Et donc, en fait, si la concurrence, elle abandonne, c'est là où toi, tu vas réussir. Et donc, en fait, c'est toujours ce que je me disais. Quand il était 23 heures, j'avais travaillé déjà toute la journée, j'avais envie de dormir. Je me disais, mais en fait, là, c'est là que les autres abandonnent. Go, faut continuer. Et au final, Yes. ça a très bien marché. Ouais. Génial, super état d'esprit. Merci pour ton retour sur la formation. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, souvent, il y a une partie de la population, en tout cas une partie des auteurs sur Amazon KDP, qui passent 9 mois comme toi à écrire ton livre. La problématique, souvent, c'est qu'ils s'arrêtent là. Et en fait, on a juste effleuré le truc, en fait, quand on a juste écrit le livre, parce que le plus important, c'est de le vendre. Et derrière, il y a tout un travail, effectivement, qu'on a vu dans la formation, mais aussi en coaching, parce que le coaching, c'était plutôt sur cette partie-là, le après, en Oh. fait. Hein. Ton livre était déjà publié, c'était plus pour le après. Et si je peux ajouter quelque chose là-dessus, Jérémy, moi, je sais que dans ma niche, je connais plein de gens qui ont écrit des livres que je considère très bien, parce que je les ai lus, je les ai achetés. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'ils y ont passé autant de temps que moi, mais en fait, ils ne sont pas du tout concentrés sur la partie communication, la partie mots-clés, la partie publicité. Ils ont juste publié le livre, ils se sont dit, ça va fonctionner. Et en fait, non, pas du tout. Il faut publier le livre, mais après, il faut le booster, il faut le mettre en avant, il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça dommage et très triste que certaines personnes passent un temps fou à écrire le livre, mais derrière, ils font une mauvaise couverture derrière, le titre, il n'est pas terrible derrière, ils n'ont pas mis les bons mots-clés derrière, ils l'ont publié au pire moment, etc. Et en fait, ça, c'est des erreurs qui peuvent être fatales. Surtout quand on a passé autant de temps à écrire un livre, c'est pas un livre écrit avec ChatGPT, quoi. Quand on y a mis tout son cœur, toute son énergie, on ne peut pas se permettre de faire le reste à moitié. Donc c'est pour ça vraiment, moi je l'ai fait et je suis très content de l'avoir fait. Donc voilà. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Tu as légèrement évoqué la couverture, on n'en a pas parlé. Tu as parlé l'écriture, tu l'as écrite, tu as passé du temps, etc. La couverture, c'est un autre gros point aussi important. Il me semble que tu l'as délégué, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire si ça s'est bien passé? Et peut-être que tu peux dire le prestataire, je le connais, si je ne dis pas de bêtises, et si tu as envie. Ouais. Bah, en fait, la couverture, ouais, je l'ai déléguée, effectivement. Après, c'est moi qui est quand même très orienté. Enfin, je l'ai délégué sur la réalisation, mais après, c'est moi qui ai décidé qu'est-ce que je mettais dessus. Sur la couverture, l'approche que moi je conseillerais et l'approche que j'ai faite, c'est faut se différencier. Quand je vais dans ma niche sur Amazon KDP, je vois 40 milliards de fois les mêmes types de couvertures avec les mêmes
insignes, les mêmes logos, les mêmes couleurs. C'est un truc de fou, mais quand je vais dessus, je me dis: «Mais tout le monde fait la même chose» et donc moi, j'avais demandé des premières couvertures et pareil, il y avait les mêmes codes, c'était la même chose et tout et je me disais: «Mais en fait, c'est pas comme ça que je vais vendre. Faut que ton livre, quand les gens scrollent sur Amazon, parce qu'il y en a des milliards de livres, ils le voient, qu'ils puissent pas le rater, qu'il y ait des éléments, différenciants» et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'il faut si vous parlez de jardinage, il ne faut pas non plus faire un livre, il ne faut pas changer complètement les codes, mais il faut partir des codes existants, mais faire quelque chose de différent. Donc, on ne va pas s'amuser, si on est dans le jardinage, à mettre du rose et du jaune. On va peut-être rester sur, ces thèmes de couleurs. Mais par contre, si tout le monde met des pelles et et je sais pas quoi pour le jardinage et des graines, bah, faut peut-être mettre un autre élément qui va te permettre de te différencier et c'est comme ça que j'ai fait. Je suis parti des codes de la niche, mais je me suis différencié de manière assez importante pour que mon livre saute aux yeux. Quand je vais sur Amazon et que je regarde toutes les autres couvertures, tous les autres livres, j'ai l'impression de tous voir les mêmes. Ils se ressemblent, ou ils flashent pas. Moi, mon livre, tu arrives, tu le vois, tu peux pas passer à côté et en fait, ça, c'est un truc de fou parce que ça augmente ton taux de clic, ça augmente l'attraction, ça augmente énormément de choses et ça change tout parce que c'est comme écrire un livre sans faire de communication. Il y a un bijou, mais s'il n'est pas mis en avant, les gens ne vont pas se rendre compte que c'est un bijou. La couverture, c'est ça. Elle est censée juste attirer l'œil. Et donc, c'est vraiment... parce que sinon, les gens ne vont pas découvrir le livre. Donc, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose un peu d'original et de se différencier. Et après, pour la réalisation, ouais, j'ai délégué. C'est très bien passé. Je suis très content et le faire moi-même, franchement, je pense que j'aurais fait quelque chose de moins bien, sachant que c'est pas ma spécialité, je suis pas designer, donc j'ai préféré délayer et voilà. Donc je ne regrette pas non plus mon choix, ça coûte quelques centaines d'euros, je sais même plus combien ça coûte, mais 100 € peut-être ou 150 et voilà quoi. OK, cool. Ta couverture effectivement est très bien et c'est important effectivement ce que tu as dit, c'est que tu as aiguillé le prestataire. C'est Ouais. important, souvent les gens ils veulent déléguer, mais ils disent juste: «Fais-moi une couverture» et souvent ça marche pas quoi. Il faut donner effectivement un maximum d'infos, tu as très bien fait et tu as dit des trucs importants. Je les reprends, mais effectivement tu as dit, que quand les gens ils scrollent, bah, faut qu'ils s'arrêtent dessus, donc faut qu'elle ressorte et tu as dit qu'il fallait qu'elle flash un petit peu. Effectivement, une couverture, il faut qu'elle ressorte, donc que ce soit par les couleurs ou par un élément graphique. Il faut vraiment que ça ressorte. Donc 100 d'accord et bravo pour cette Et couverture qui est bien après, il y a réussie. un autre point que je dirais sur la couverture, excuse-moi Jérémy, c'est il faut pas décevoir la personne. C'est-à-dire que faut que ce soit explicite. Parce qu'en fait, si tu as une couverture qui fait croire que tu vends telle chose et que les gens après quand ils vont dessus, ça va vendre autre chose, ça va faire des mauvais signaux pour Amazon parce que les gens vont cliquer, ils vont croire, ils vont acheter un livre sur, le jardinage, la plantation de citrouilles et ils arrivent dessus: «Ah merde, c'est sur, les fleurs» et donc là, mauvais signal parce que le taux de clic versus les commandes, c'est mauvais. En plus, ensuite, toutes tes pubs qui vont en découler vont avoir des très mauvais chiffres parce qu'il y a plein de gens qui vont cliquer. Ah tiens, c'est un livre sur le jardinage, sur la plantation de citrouilles, et hop, tu arrives, et là, c'est des fleurs. Donc en fait, tu vas avoir des mauvais résultats, des mauvais chiffres, tu vas décevoir la personne. C'est pareil, entre ce que tu vends et ce qu'il y a dans le livre, il faut que ce soit cohérent. Parce que sinon, les gens ne vont pas te recommander. Donc, si ton livre, il a une promesse, il faut que quand les gens l'achètent, ils respectent la promesse, voire qu'ils fassent mieux. Et c'est comme ça que tu crées une relation de confiance. C'est comme ça que j'ai fait sur mes réseaux sociaux. Les gens, quand ils me posent une question, je réponds bien. Ensuite, ils achètent le livre, je leur vends quelque chose, je leur promets quelque chose, j'y réponds bien. Et donc après, ça reste des gens fidèles. Pareil sur la couverture, pareil sur le titre. Il faut vraiment pas décevoir. Parce que moi, des fois, je vois des couvertures, ça vend quelque chose. Et en fait, après, tu lis la description, ça n'a rien à voir, ou ça ressemble pas trop. Et donc, en fait, ça, c'est pas possible. Et donc, il faut être vraiment explicite sur la couverture. Il faut qu'il n'y ait pas de doute possible. Faut que quand quelqu'un lise le titre, voit la couverture, il ne faut pas qu'il se dise: ah tiens, ça peut être ça. Il faut que ce soit clair, explicite. Voilà, si je peux. Ouais, 100 d'accord. J'ai rien à rajouter, ouais. Tout à fait. Merci pour, ça. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu de tes résultats? Parce qu'on a parlé de ton livre, heu, donc tu as sorti que ce livre-là, pour le moment. Peut-être que dans le futur tu en sortiras d'autres. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu l'as sorti? Peut-être combien il t'a généré depuis le début? Et puis, enfin, ou une moyenne par mois si tu peux de royalties, par exemple? Ouais, ça fait un peu plus de 9 mois, je crois, que je l'ai sorti, et 4 000 par mois, enfin entre 3 et 7 000 à 8 000, je pense, par mois. Ça dépend vraiment des mois. Après, ça, ouais, ça dépend des mois. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai un meilleur classement aujourd'hui qu'au lancement.
ce qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'au lancement, ça a quand même très bien marché parce que j'avais une communauté qui m'aidait quand même bien. Ensuite, il est remonté, enfin il est descendu dans le classement, on va dire, et ça repart assez fort et là, c'est des ventes qui ne viennent pas de moi, donc ça, c'est des ventes vraiment purement d'Amazon. C'est des gens qui me connaissent pas, qui tombent dessus, qui se disent: «Ah tiens, intéressant», et voilà, donc franchement, le retour sur investissement, il est après, il faut prendre en compte l'imposition, il faut prendre en compte les dépenses, surtout que j'étais dans le statut de micro-entreprise, donc en fait, si j'ai dépensé, 3 000 balles, c'est en net net. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut que je génère 6 000 € de chiffre. En plus, il y a pas mal d'impositions. Donc en fait, au final, on va dire que je commence à gagner de l'argent avec, mais les premiers mois, c'était juste pour rembourser mes dépenses. Donc Lié à voilà. ton livre que tu avais fait au début. Donc, Ouais, mais après, si en fait, si le livre, imaginons qu'il continue de vendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, là, ça deviendra très intéressant. Simplement, aujourd'hui, je commence seulement, entre guillemets, même si ça fait déjà 9 mois, enfin non, ça fait quand même plusieurs mois que je suis rentable et que c'est du bénéfice vraiment, quoi. Mais en fait, c'est ça. Si le livre, il continue de vendre pendant 3 4 ans, je pense que ça peut faire des sommes vraiment très intéressantes à 6 chiffres, quoi. ouais. Ça reste déjà très intéressant parce que je redis quand même les chiffres entre 3 et 7 000 € par mois, ce qui reste très intéressant. Je pense que tu as 2 trucs qui font que tu as des bons résultats comme ça. C'est que tu vends beaucoup, tu l'as dit, et tu as aussi une bonne marge. Fait que souvent, il y a beaucoup de gens qui sortent un livre, mais ils ont 2 €, 3 € de marge. Toi, tu as une marge qui est assez intéressante. Ouais, en fait, mon livre, il a entre 6, 7, 8 € de marge selon la version, si c'est un e-book ou un livre classique. Et donc, l'avantage d'avoir une marge assez élevée, c'est qu'en fait, après, on peut avoir des dépenses de pub, et ce qui permet aussi de maintenir le livre bien classé. Euh, et en disant qu'on a de la marge de manœuvre, on n'est pas limite sur les pubs. Imaginons qu'Amazon il change quelque chose dans l'algorithme et que les dépenses de pub augmentent. Et ben en fait, avec plus de marge, j'ai le temps de voir les choses arriver. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir un livre avec une marge plus élevée parce qu'on a plus Yes. de marge de manœuvre, quoi. C'est vrai que tu as une marge qui est super confortable. Pour rebondir sur là-dessus, je pense que ça dépend des niches. En fait, il y a des niches où tu as tout le temps une espèce de seuil psychologique. Et peut-être que toi, dans ta niche, je dis n'importe quoi, peut-être que c'est 15, 20, 25 €, 30 €, j'en sais rien. En fait, je pense que tu as toujours un espèce de seuil psychologique où tes ventes, en fait, elles diminuent. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Parce qu'autrement, on pourrait mettre, tout le monde mettrait son livre à 40 €. Mais ça ne marche pas comme ça, effectivement. Non, mais quand je dis que Toi, j'avais dans une ta marge niche, élevée, disons que j'ai une marge élevée, mais elle n'est pas forcément particulièrement plus élevée que les autres. tout à fait. Sachant que dans ma niche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des livres qui passent par des maisons d'édition. Et donc, naturellement, les maisons d'édition, ils ne vendent pas des livres à. À 10 Enfin, je veux €. dire, dans cette niche-là, ils ne vendent pas des livres à 10 euros. Et donc, en fait, c'est ça qui fait la différence aussi, quoi. Yes. Ce qui était aussi très intéressant du coup dans le choix de la niche, tu avais une demande qui était importante, ça tu l'avais vu dès le début, mais aussi en plus, alors ça c'est peut-être un petit peu la chance peut-être, et en plus tu es tombé sur une niche où les livres se vendaient assez cher et du coup ça te permet d'avoir une marge qui est très confortable. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, tu nous as dit à peu près que ton livre, je rebondis après tes résultats sur ton livre à nouveau, tu nous as dit qu'il t'a fallu à peu près 9 mois pour l'écrire, ce qui est relativement long. Ouais, Tu nous même as dit, plus, hein. Même ouais, plus. Après, c'était pas que, forcément à temps plein. c'est ce que j'allais te dire. J'ai fait Combien de des, temps? j'ai fait des pauses de plusieurs mois. Mais au final, en fait, entre le début de l'écriture et la publication du livre, je pense qu'il y a eu 2 ans, ce qui est beaucoup trop long. Et aujourd'hui, si je devais réécrire un livre, je ne ferais pas du tout pareil. J'ai fait des pauses à des moments, donc il fallait que je m'y remette. Il y a des moments, il fallait que je travaille beaucoup à côté, avec mon travail à côté. Donc en fait, j'avais pas forcément le temps. Je travaillais le soir, sauf qu'en fait, après, à chaque fois, il faut que tu te replonges, il faut que tu te reconcentres dans le livre. Donc vraiment, c'était un peu un parcours du combattant. Mais au final, je suis plutôt content de moi. Et ensuite, disons que j'ai fait aussi un gros travail sur la création d'une communauté sur les réseaux. Et En ça a parallèle, pris. ouais. En fait, si je fais le cumul des deux en termes de temps de travail, c'est vraiment énorme. Mais Ok. derrière, il y a des résultats potentiels très élevés et il y a des intérêts composés. C'est-à-dire que Mm. les gens, une fois qu'ils vous font confiance, ils ont acheté le livre, ils sont contents, ils sont toujours là
Et ça a une valeur inestimable. J'ai pas juste écrit un livre pour écrire un livre, j'ai vraiment écrit un livre pour répondre à une demande. Je me dis: «Tant qu'à écrire un livre, autant bien faire les choses», parce que je vois moi, ce qui m'a toujours surpris avec les gens qui sont sur Amazon KDP, c'est que je vois beaucoup de gens, qui, sortent 10 livres, en 1 mois ou des trucs comme ça et je me dis: «Mais en fait, c'est pas possible d'écrire un bon livre, faire une bonne couverture, les bons mots-clés et tout, 10 livres en 1 mois, c'est fou, quoi». Enfin, je sais pas comment c'est possible et je me dis, tout le temps qu'a quand même toute l'énergie qui a été dépensée là-dedans, si elle avait été mise sur un ou 2 ou 3 gros projets, mais des projets où, tu crées une communauté, tu fais vraiment un bon livre avec un vrai travail de couverture et cetera et que tu essayes de vraiment maximiser tous les points, de ton livre pour qu'il marche, bah, je pense que les résultats de ces personnes-là seraient beaucoup plus élevés que si elles changent de niche 40 fois, qu'elles font plein de petits livres, les gens achètent, ils sont déçus, il y a des commentaires nuls. Moi, je vois sur mon livre, il est sorti, il y a eu dans la foulée 4, 5, 6, 7, 8 livres, même couverture, même stratégie, le titre plus ou moins pareil, mais en moins bien. C'est-à-dire que les gens se sont pas tentés de copier, ils sont tentés de copier, mais en faisant moins bien. Et donc ça marche pas. Le mec, il est BSR 300 000, mais il a quand même écrit un livre, il a quand même fait une couverture, il a quand même passé du temps, mais en fait, il en vend pas. Donc en fait, je préférerais que quelqu'un vienne dans ma niche avec un bon livre, une bonne couverture, qui aide vraiment les gens et qui m'éclate à la limite, plutôt que de voir 10 personnes qui font des couvertures bancales. Je l'ai acheté le livre parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça m'intéresse. Bah, c'est nul, quoi. Enfin, tu lis le livre, tu comprends rien. Toute l'énergie dépensée là-dedans pour rien. Un, on ne satisfait pas le client. Deux, on y passe quand même du temps et de l'énergie. Et je me dis, ce genre de personnes, ils ont dû écrire plein de livres comme ça. Et je pense que j'ai des meilleurs résultats qu'eux. Et donc, en fait, je suis toujours surpris de voir les gens qui font un livre presque bien, quoi. Enfin, Mmh. ou moyennement bien, alors que je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur un, deux, trois gros projets, mais les faire bien plutôt que d'en faire 40, essayer plein de trucs. Enfin voilà, autant faire Tout à fait. les choses Je correctement. reb je rebondis sur la communauté, parce que souvent, j'ai des personnes qui, voilà, souvent, c'est des auteurs qui disent: «Est-ce que je dois créer une communauté pendant que j'écris, avant, après?» Moi, je suis plutôt de la team de la créer après, c'est plutôt, ma vision. Mais toi, du coup, tu as fait le contraire, tu l'as plutôt créé pendant, avant, finalement la publication de ton livre. Selon toi, du coup, c'était la bonne méthode, je suppose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, en fait, c'est certain que sans la communauté, j'aurais pas vendu autant de livres parce qu'en fait, ça m'a aidé au lancement. Donc la stratégie quand on fait un lancement avec une communauté, c'est très simple. Au début, il faut dire qu'on travaille sur un projet vague. Comme ça, les gens, il y a une petite intrigue qui s'installe et ils se disent: «Tiens, c'est quoi, Qu'est-ce que c'est?» et tout. Mais il faut pas en parler souvent, c'est tous les mois, par exemple, tu dis: «Ah tiens, je travaille sur un projet, ça va vous intéresser». Là, les gens vont commencer à poser des questions. Ensuite, vous dévoilez, vous dites: «Ah tiens, je travaille sur un livre». Et donc là, les gens, ils vont se dire: «Ah, intéressant, un super livre», et donc les gens, il y a une attente qui se crée. Il y a une désirabilité, il y a un attrait autour du livre qui se fait naturellement. Ensuite, une fois qu'on arrive proche et là, on commence à en parler un peu plus souvent. Comme ça, on crée de l'attente, on crée du désir et ensuite, quand on arrive avant le lancement, là, on commence à dévoiler un petit truc, un autre petit truc et cetera et en fait, en faisant ce cheminement-là, les gens vont, se rendre compte que c'est un livre bien écrit parce qu'en fait, tu y as passé du temps, tu as mis de l'énergie parce que sinon, il serait sorti en 2 mois. Si tu arrives, tu dis: «Ah, j'ai écrit un livre», les gens, ils savent pas si tu l'as fait avec ChatGPT, avec, quelqu'un qui écrit pour toi ou si tu l'as fait toi-même. Alors que là, vraiment, les gens sont au courant du projet, ils savent qu'il est là et donc en fait, quand il sort, il y a une vraie attente et ça sort pas de nulle part et donc ça aide vraiment au lancement, et en plus, ce qui est cool, c'est si vous incluez les gens dans la création du livre. C'est-à-dire que si vous leur posez des questions sur la couverture, sur le titre, si, par message privé, vous demandez à quelques personnes: «Ah tiens, si tu veux m'aider, tu peux peut-être relire le livre». Les gens, ils seront contents de le faire. En plus, le jour où vous allez le lancer, bah, ils l'auront déjà lu, donc en fait, ils pourront dire: «Ah bah, il est cool le livre». Ils se sentent inclus dans le projet, donc en fait, ils en parlent, c'est vos premiers porte-parole et en plus, ils vous aident. En plus, ça crée une relation. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, ça a une valeur, assez importante et ça aide sur l'ensemble du process et en plus, quand vous faites relire vos livres à vos amis, et ben, en fait, c'est que des gens qui vous ressemblent plus ou moins. Donc en fait, l'avis va pas forcément être neutre. Alors que là, si c'est, Jean-Michel qui habite, dans tel endroit de la France qui a 40 ans, machin truc qui a 20 ans, qui habite, à tel endroit et en fait, vous avez une diversité d'opinions, une diversité d'avis, et en plus, eux, quand ils vont en parler, pour le mettre en avant,
ben, ils vont parler à des communautés que vous n'avez pas. Alors que si c'est que vos amis, et ben, ça va faire un porte-voix beaucoup plus petit, on va dire. Donc ça a bien aidé. Surtout que ben, les gens, ils le reçoivent, ils mettent une photo, et ça fait de la publicité naturelle, on va dire. Et aussi, après le lancement, il faut aussi bien penser à communiquer dessus une fois que le lancement a été fait. Mais c'est très important d'en parler avant et je pense Yes. que C'est c'est un su essentiel. c'est un super hack effectivement, moi j'ai un peu cet effet-là. J'ai une niche où j'ai eu un livre qui a bien fonctionné, qu'après j'ai créé, donc moi c'est sur Facebook, donc j'ai créé après, un En compte groupe. Facebook sur ce livre-là et en fait, j'ai sorti après des autres tomes, des espèces de suites à Ouais, ce livre-là et du coup, j'ai fait comme toi, je les ai inclus dans la création et cetera et c'est un hack qui est incroyable pour leur demander des avis sur, la ouais. couverture, sur le sommaire, sur ce qu'on rajoute dedans et tout. C'est vraiment un hack qui est incroyable. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que Amazon, quand ils voient qu'il y a des centaines de personnes au début qui achètent un livre qui n'avaient pas de compte Amazon, qui viennent comme ça direct via un lien direct, super signal envoyé à Amazon, il va comprendre que le livre, c'est un banger, quoi. Et donc Yes. après, il va le mettre en avant et ça fait son chemin. On va dire que la communauté aide à faire le pouf de début, comme ça il ressort dans Amazon et il ne se perd pas au fin fond d'Amazon KDP, des livres écrits avec ChatGPT avec des couvertures plus ou moins bancales. Et justement, il ressort et ensuite c'est le flux naturel de personnes qui vont sur Amazon, qui ne vous connaissent pas, qui tapent tel mot-clé et qui vont tomber dessus. Donc à ce sujet-là, justement, j'aurais tendance sur Amazon à faire un titre très explicite, avec les mots-clés que les gens vont chercher. Parce qu'en fait, votre communauté première, euh, eux, dans tous les cas, ils vont l'acheter, entre guillemets. Parce que eux, c'est vos hardcore fans, c'est les gens, ils aiment bien ce que vous faites, vous les avez aidés, vous leur avez rendu service, eux, ils ont envie d'acheter le livre parce qu'ils savent en plus que le livre est bien. Donc, eux, peu importe le titre, ils vont l'acheter. Donc, il n'y a pas besoin de faire un titre sexy, on va dire un titre exceptionnel. Par contre, eux, ils vont vous aider à lancer le livre. Et une fois qu'il est lancé, vous allez ressortir sur les bons mots-clés. Et donc, ensuite, il faut faire un titre où les gens tombent dessus naturellement, les gens que vous recherchez. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un titre plutôt explicite sur ce qu'il y a dans le livre et qui ressort naturellement dans les recherches Amazon, même si le rendu final du titre, il n'est peut-être pas incroyable, mais au moins, vous ressortez sur les titres mots-clés. Et de toute façon, les gens qui vont l'acheter au début via votre communauté vont l'acheter peu importe le titre, même s'il n'est pas très attirant naturellement, on va dire. Mmh. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, si c'est clair et je comprends tout à fait, et effectivement, parce que certaines personnes ont aussi, l'autre effet, c'est qu'ils ont juste une communauté. Parce que j'ai accompagné des personnes qui avaient ouais, juste une communauté, qui voulaient lancer le livre et qui ont pris avec moi, par exemple, une seule heure de coaching. Et souvent ça marche pas parce que comme tu dis, en fait, ça s'essouffle ultra vite. Si derrière, il y a pas le bon travail de référencement que tu as fait, le bon titre, les les bonnes pubs. pubs qui vont derrière, c'est vraiment un ensemble. Autrement, ça s'essouffle très, très vite. Ouais, Donc ouais, exactement. C'est là, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place pour que après ça vende naturellement sans qu'il y ait besoin de. En plus, ça érode pas la communauté parce que la communauté, c'est cool de lui en parler une fois, deux fois, trois fois, mais en fait, au bout d'un moment, elle en a marre. Non, mais vraiment. Et donc, en ouais, fait, ça, c'est très important au niveau du lancement. C'est que quand vous lancez le livre, les quelques jours qui vont suivre, vous pouvez en parler autant que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est même pas de la publicité, c'est juste, ça fait 6 mois que vous êtes sur un projet. Les gens ne le verront même pas comme quelque chose de. Comme quoi vous êtes pushy ou quelque chose. Ils seront même contents pour vous que le livre est sorti. Et donc, la communication se fera toute naturelle. Ça, c'est les premiers jours. Ensuite, plus on s'éloigne, plus il faut en parler de manière moins poussive et à plus grand intervalle. Donc après, vous pouvez repartager des photos, dire ah, tiens, je suis classé là. À Noël, faire une petite annonce en mode ben, tiens, ça pourrait être un cadeau pour vos amis si vous l'avez aimé. Mais plus on s'éloigne de la date, moins il faut en parler pour pas être lourd, entre guillemets. Mais par contre, au début, il ne faut pas hésiter à y aller. Vous devez inonder Internet. Je vois trop de gens qui sortent un livre, ils font un vieux post sur les réseaux, une vieille story Instagram. Et en fait, la communauté première n'est même pas au courant que le livre est sorti. Mais j'en vois, hein, c'est assez impressionnant. Alors que justement, ces 2, 3, 4 premiers jours, il faut y aller à fond, à fond. Et les gens, ils seront tout contents d'acheter le livre, ils vont vous l'envoyer en photo, etc. Par contre, en parler à fond pendant 3 semaines, un mois, c'est insupportable pour les personnes. Ils vont se mmh, désabonner, c'est trop. Donc, il faut savoir doser. Mais plus on est proche de la date de publication, plus il faut en parler. Plus on s'en éloigne, moins il faut en parler. Et puis voilà quoi. En tout cas, à votre OK, communauté. génial. Donc si je résume, pour toi, les points importants, communauté, pour le lancement, réussir son lancement, une bonne couverture avec un bon titre explicite, bien bosser son référencement, faire de la qualité dans l'écriture Ouais, de ton livre.
Est-ce que tu as d'autres points que tu vois qui en tout cas qui ont fonctionné pour toi ou qui te semblent importants, qu'on n'aurait pas cités? Bah, franchement, la publicité, je pense que c'est très important parce qu'en fait, ça permet d'être visible sous d'autres livres, par exemple. Moi, ma stratégie, c'est quand quelqu'un d'autre de la niche sort un livre, je paye des ads super chers, direct, parce qu'en fait, je surveille. Je surveille tous les jours. Dès que je vois qu'il y a un livre qui sort, boum, je le target, je paye cher, comme ça je suis premier. Par hasard ou pas par hasard, il va y avoir quelques ventes ensemble, et ensuite vous allez être dans les packs de 3 livres. Et ça, c'est énorme, hein, parce qu'après, à vie, dès que quelqu'un va acheter le livre, il va être proposé. Dans la truc acheter ensemble, la première, c'est un truc non sponsorisé. Donc en fait, si vous êtes le premier qui vend le plus avec cette personne-là en achat commun, vous allez être dessus. Et donc pour booster ça, moi je paye des pubs assez chères, comme ça je suis dedans. Et après, potentiellement, tu peux être dedans pendant des années. Et si ce livre-là vend beaucoup, bah, vous allez profiter de la vague de l'autre personne et des efforts de l'autre personne pour ramener des gens de sa communauté, pour tout le flux qu'il va avoir, bah, vous allez surfer dessus. Et donc, moi, dès que je vois des livres, hop, je surfe sur les flux. Après, je baisse un peu mes ads, mais je suis dans les packs, je suis dans les trucs achetés ensemble, je suis partout. Et ça change tout aussi. Donc ça, c'est un truc important. Bien comprendre comment ça fonctionne, la stratégie de pub, le coût par clic, etc. Et pas avoir peur de tester des choses. Moi c'est assez fou. J'ai un Akos. Franchement, à chaque fois que je regarde, c'est complètement délirant. Il est super. Non, mais franchement, je- j'ai un Akos, il est entre 15 et 20, 15-25. Et même moi, des fois, je comprends pas trop. Mais c'est bien, quoi. Bonne Et, niche, bonne ouais, couverture. Tu as un prix aussi qui est relativement élevé, donc ça aide à avoir un bon ACOS. Donc, et puis tu as bien fait les choses. Donc, tu as des bons avis, tu as des super avis dessus. ouais. Alors, ah oui, voilà. Autre Tu as combien? Tu stratégie as sur les. 4,8, un truc du genre? Enfin, je sais plus Ouais, combien. ouais, Toi, ta oui, note. c'est quelque chose comme ça. C'est entre Donc, 4,5 et donc tu 5. as Mais en 0 fait, avis négatif, quoi, quasiment. si j'en ai quelques-uns des négatifs, mais pas beaucoup. Sur les avis, les gens ne font, pour moi, il y a plein, ils font pas le travail sur les avis. Moi, ma stratégie sur les avis, c'est demander. En fait, moi, les gens, ils lisent mon livre. Après, ils m'envoient un message. Salut, il y a un truc que j'ai pas compris. Quand tu plantes tes graines dans le jardin, est-ce que tu mets 1 centimètre de terre, 2 centimètres de terre, 3 centimètres de terre? Est-ce que tu arroses tout de suite? Est-ce que tu arroses après? Est-ce que tu le plantes à quel espacement? Et donc, il y a des choses où j'ai pas forcément répondu dans le livre, où les gens n'ont pas forcément compris ou veulent des détails. Donc, ils viennent me contacter et je leur réponds. Ils sont tout contents. Ils me disent, ouais, super, le livre, trop bien. Je vais l'acheter pour mon frère, voilà et tout. Et ensuite, je leur dis, bah, une fois que je leur ai répondu, eh ben, je leur propose bon, bah, si le livre il t'a plu, bah, tu peux me laisser un avis, je mets le lien direct vers le commentaire, et, euh, et tout le monde le fait. Parce qu'en fait, il y a le système de réciprocité. C'est-à-dire, les gens, ils ont acheté un livre, pas forcément très cher, ils ont eu ce qu'ils voulaient dans le livre, ils sont satisfaits, ils viennent vous contacter, ils sont déjà contents que vous répondez. Moi, je passe des heures à répondre aux gens et tout, je réponds. Et ensuite, ils se disent, bon, bah là, ils ont l'impression d'avoir profité de vous. Et en soi, vous avez donné du temps. Et du coup, vous pouvez naturellement demander quelque chose d'autre. Ça ne passera pas comme quelque chose de trop pushy. Ça ne passera pas comme quelque chose de trop insistant du tout. Ils seront même contents de le faire. Et je vois les avis qu'ils m'écrivent, c'est des trucs de fou à chaque fois. Et, et ça, c'est une vraie stratégie. Mais par contre, si vous ne leur demandez pas, les gens, ils ne le font pas. C'est comme en bas de votre description de livre, il faut dire, si vous voulez acheter ce livre, cliquez sur acheter maintenant. Et ça, je suis sûr que ça fait augmenter le taux de vente. Parce qu'en fait, si vous ne dites pas aux gens quoi faire, ils ne vont pas forcément le faire. Et donc, ça, c'est un truc de fou. Mais c'est comme pourquoi sur toutes les vidéos, les gens ils disent mettez des likes sur YouTube. C'est parce qu'en fait, si vous ne le demandez pas, les gens ne le font pas. Il suffit de tester. Entre une vidéo où on ne demande pas de likes et une vidéo où on demande des likes, le nombre de likes augmente de 30%. Et ça, c'est vérifié de sources sûres. Et c'est pareil. Là, si vous ne demandez pas des avis, les gens ils ne le feront pas. Et donc, en fait, il faut le demander, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que je ne vais pas contacter quelqu'un. Ah tiens, je crois que tu as acheté mon livre, laisse-moi un avis, c'est super important, il faut que tu me laisses un avis maintenant et tout. C'est la personne me pose des questions, je lui réponds, et ensuite je lui suggère que si elle a envie et si elle veut et que c'est pas du tout indispensable, elle peut me laisser un avis, mais tout naturellement, elle va le faire. Vous lui avez répondu, elle a lu le livre, elle est contente, et donc en fait, elle va le faire tout naturellement. Et après, c'est comme ça qu'on monte en avis, et les gens achètent grâce aux avis. Pour moi, c'est un des éléments les plus importants. Les gens, la couverture, c'est pour attirer. Ensuite, une fois qu'ils sont dessus, ils lisent. Non, je pense qu'ils lisent même pas forcément la description, mais certains la lisent Un peut-être. petit peu, mais. Mais ensuite, s'il y a entre 10 avis et 150 avis et 3000 avis, il y a une énorme différence. Et les gens,
Ils vont acheter parce qu'il y a des bons avis, ils vont acheter parce qu'il y a des bons commentaires, ils vont acheter parce qu'il y a un sentiment d'autorité, enfin, la personne, elle a une certaine légitimité, et les avis font la légitimité. C'est comme quand on va au resto selon les avis Google. Maintenant, tout le monde fait ça, factuellement. Mais les gens ne pensent pas à le faire sur Amazon KDP, ils ne pensent pas forcément à demander. Et voilà, donc demandez et vous recevrez, et donnez aussi, donnez un maximum. Moi, je donne mon livre à plein de gens. Ça, c'est un Ok. truc de fou aussi. Les gens ne font pas ça. Moi, je contacte plein de gens, je leur envoie mon livre, je leur dis, ouais, mais je leur demande pas de mettre un post, une story ou faire une photo, je leur demande rien. J'en envoie plein, plein, plein. Et les gens, naturellement, certains vont faire une story, vont faire un post sur LinkedIn, vont faire un post sur Facebook, et ça va vous faire de la pub naturellement. Et en plus, c'est de la pub gratuite, c'est de la pub non payée, c'est de la pub naturelle, parce que vous ne leur avez même pas demandé, vous leur avez juste envoyé un livre. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. La personne, elle veut pas faire de post, et en fait, vous lui en avez même pas demandé. Elle reçoit le livre, elle va le lire, elle va être contente. Donc, ça fait un client potentiel qui va en parler à quelqu'un d'autre, mais de manière privée, on va dire. Et si jamais vous lui donnez le livre, qu'elle le lit, qu'elle est contente et qu'elle se dit, bah tiens, pour le remercier, j'ai fait une story, bah tant mieux. Mais voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sous-estimé. Et je pense que ça peut avoir un très bel impact. Et ce sont des choses qui prennent du temps, c'est un peu d'énergie, ça coûte à chaque fois un peu d'envoyer le livre, mais le retour sur investissement, il est immense. Hmm. Et les gens adorent recevoir un livre. En plus, les gens ne jettent pas un livre. Donc, c'est-à-dire toute leur vie, ils vont avoir dans leur placard, leur armoire, un livre. Ils vont penser à vous, parce qu'ils ne vont pas le jeter. Et donc, c'est vraiment, pour moi, très important. Pour préciser ta stratégie quand même, je précise, c'est bien, on envoie bien un livre à des personnes qui sont dans notre thématique. Tu parles tout à l'heure du jardinage, qu'effectivement, tu repères les comptes de jardinage, je sais pas, sur Instagram Exactement. et tu leur envoies le bouquin, et eux après s'ils veulent, ils font un post. Voilà. Exactement. Moi, j'envoie un message, je dis salut, je suis charpentier, je vois que tu as un compte sur la menuiserie. Est-ce que tu veux que je t'envoie mon livre? Et hop, je lui envoie gratuitement, et je lui demande même pas une story, je lui demande rien du tout. Et si elle veut, elle en fait quelque chose. Si elle veut pas, bah, j'ai juste perdu un peu d'argent, mais Ouais, en pas grand-chose. théorie, en théorie, si vous le faites 100 fois, il va y avoir au moins 10 personnes qui vont le faire, et ces 10 personnes vont rentabiliser facilement les 100 autres envoyés. Et en plus, Yes. vous avez fait un cadeau, quoi. Merci pour le tips. Pour le futur, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux, traduire ce livre? Est-ce que tu veux en écrire d'autres? Peut-être sur le même sujet, peut-être sur d'autres, thématiques? C'est quoi ta vision pour le futur? Alors, très bonne question. Je sais pas forcément, sachant que j'aime bien faire les choses bien, j'aime bien faire les choses qualitatives, et donc ça prend du temps. Et donc j'aime bien, avant de me lancer dans un projet, être sûr que c'est le bon projet. Et donc, je préfère pas m'éparpiller sur 40 milliards de choses. Je pense que je réécrirai des livres dans ma vie, ça c'est certain. Après, est-ce que c'est dans la même niche? Est-ce que je ferai la même approche ou pas? Je sais pas encore. Ce qui est certain, c'est que je ferai un livre de qualité. J'essaierai d'aligner toutes les étoiles pour que ça fonctionne. Mais non, je sais pas franchement. Traduire, pourquoi pas, mais en fait, là où ma barrière, c'est que je suis pas capable d'évaluer le travail de la personne. Parce que par exemple, si elle écrit le livre en italien, si elle traduit en italien, même si je demande à des gens qui sont italiens, tu n'es jamais vraiment sûr de ce qu'il y a. En plus, enfin, moi je trouve ça un Disons peu que c'est un délicat sujet un peu de. technique, ta niche aussi. Ouais, oui, mais c'est même pas tellement ça. C'est surtout que je trouve ça assez délicat de publier quelque chose à ton nom où tu n'es pas capable de vérifier de Mmh. toi-même. Parce qu'en fait, tu engages ton nom, tu engages ta parole, tu engages. Enfin, c'est juste. Je trouve ça. Je me vois mal publier un livre en chinois qui parle du même sujet que moi si je suis pas capable moi-même de vérifier si c'est vraiment bien, quoi. Et par exemple, enfin, ça a pas forcément un lien énorme, mais j'avais travaillé avec un prestataire qui m'avait fait la mise en page intérieure du livre. J'étais tellement pas content de ce qui avait été fait, et je lui ai demandé plein de fois de le refaire, et à chaque fois, il le faisait pas bien, c'était mal fait. Non, mais franchement, je l'ai refait moi-même, j'ai tout appris moi-même pour faire la mise en page, les liens et tout, c'était chiant. Mais le livre, j'avais la certitude que les gens allaient avoir un retour sur investissement, enfin, qu'ils allaient pas être déçus par ce qu'il y a dans le livre. Et ça, je suis pas capable de le faire. Ça, j'étais capable de le faire sur la mise en page, parce que je suis capable visuellement de savoir si c'est bien fait ou pas. Mais sur la traduction, c'est un peu plus compliqué. Et pareil, ça c'est un autre truc, je connais des gens sur Amazon KDP qui en vivent, hein, très largement, et qui
dans le livre, la mise en page, les tableaux, ils sont tout moches. Les mots, ils font un tableau et les mots, ils sont même pas bien alignés et tout. Et ça, pour moi, c'est pas possible de publier un livre comme ça. Pourtant, ils le font, pourtant, ça fonctionne. Mais si on veut satisfaire le client parfaitement de A à Z, on ne peut pas se permettre de laisser ça. Et pour moi, ça, c'est la satisfaction client. C'est sur tous les points, vous devez être irréprochable. Et ensuite, pour la vie, c'est des gens qui vous font confiance. Et c'est la chose la plus importante, ne jamais casser ce lien de confiance que vous avez entre vous et votre communauté. Et c'est pour ça que je Ouais, me vois mal publier en chinois, quoi. C'est ça mon tu as problème. ce côté perfectionniste finalement qui te met un peu des barrières pour traduire parce que tu pourras pas Ouais, c'est vérifier la ça. qualité du Après, travail. si c'est dans une langue que je comprends, pourquoi pas? En Et anglais, j'allais te dire, en et pourquoi pas, est-ce que tu as pensé au livre audio, du coup? si, ouais, livre audio, j'ai l'intention de le faire, ouais. J'ai OK. pas fait. Je Je sais pas si tu le as déléguerai. un module dans la formation qui Ouais, était ouais, ouais. Mais c'était un nouveau module en plus, je crois, non? ouais, c'est un nouveau module sur le livre audio. Il devait Ouais. pas y être à l'époque où tu avais pris la Non, il y formation. était pas. Mais justement, je veux faire un livre audio. Je pense que je vais le déléguer parce que, comme je disais, j'ai des problèmes. Enfin, je suis pas très bon en lecture. Enfin, mon phrasé n'est pas très bon quand je lis. Donc, je me vois mal le lire et je pense que ce serait une épreuve encore plus difficile que d'écrire un livre que de le lire. Donc, je vais passer par un pro, je pense, Mmh. qui saura bien le faire. Mais là, encore une fois, je l'écouterai moi-même avant de le publier. S'il y a des choses qui vont pas, je lui dirai. Et comme ça, je peux vérifier et je veux que les gens, quand ils l'achètent, ils soient satisfaits, quoi. OK, génial. Merci pour, déjà toutes les infos que tu nous as partagées. On va arriver sur la fin de l'interview. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager encore une chose, que ça soit sur KDP ou sur le business ou l'entrepreneuriat ou même sur autre chose, je sais pas, le développement personnel ou autre, qui te tient à cœur, que tu te dirais: «C'est important que je le partage aujourd'hui», mais qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, bien entendu? Je pense que bon, on l'a du coup, ça va pas respecter la dernière phrase que tu as dit, mais on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est «Donnez et vous recevrez». C'est comme dans la Bible, c'est, en fait, si dans ton travail, tu fais les choses bien, si, dans ton enfin, si dans tout ce que tu fais, tu es appliqué à faire les choses bien, quand tu parles aux gens, que tu es respectueux, que tu as un sourire, que tu donnes des livres, que quand, la personne pour qui tu travailles, elle te demande de faire quelque chose, bah, tu le fais bien et ben, en fait, après, il y a des intérêts composés exceptionnels parce qu'en fait, 1, la chose est bien faite, donc elle aura des résultats. 2, la personne va vous faire confiance et 3, et la relation de confiance, c'est vraiment la chose la plus importante et en donnant un maximum, même si des fois vous donnez trop, parce que moi, des fois, je donne, à des gens, qui me le rendent pas. Mais en fait, pour les quelques personnes qui vont vous le rendre, ou les quelques personnes qui vont, pour qui vous pas vous allez changer leur vie, mais vous allez faire quelque chose d'impactant pour eux, et ben, en fait, après, vous le recevez en 1000 fois plus gros et c'est la même chose quand, je disais donner des livres, bah, moi, j'envoie des livres et les gens, je leur demande pas de faire des stories, je leur demande rien du tout. Ils me le rendent. Pareil, je réponds aux gens, sur les réseaux, ils me posent une question, bah, après ils me le rendent indirectement, c'est-à-dire ils vont me laisser un avis, ils vont me faire un post et c'est pas de manière intéressée parce que je réponds à des milliards de gens, même s'ils n'ont pas acheté le livre, je leur réponds et je sais même pas ce qu'ils vont faire derrière et ça m'intéresse pas tellement. Juste si vous donnez en général, après vous le recevez. Vous le retrouvez en de nouveau et surtout que, par exemple, sur le lancement, bah, sachant que j'avais aidé déjà énormément de gens en répondant à leurs questions depuis des mois, quand je lance le livre et ben, les gens, ils me le rendent en like. C'est-à-dire ils vont vous en le repartageant, en mettant en commentaire. C'est la même chose pour tout. Si vous dans votre travail, vous faites les choses bien, bah, les gens, ils sauront que vous êtes quelqu'un de confiance. Donc en fait, peut-être que le moment où il faudra vous faire monter en échelon, bah, ils vont vous penser à vous. Hem, quand quelqu'un va, quand il y aura un nouveau projet, il faudra s'associer, bah, ce sera peut-être à vous et il y a des portes qui s'ouvrent partout et ça, c'est des choses, je vois trop de gens qui essayent de, tricher, de passer, faire des raccourcis et tout et en fait non, tu prends un bâton, tu prends un moment, tu tombes et donc faut pas faire de raccourcis, faut pas essayer d'arnaquer les gens, faut essayer d'être en confiance, donner et après ça découlera tout seul et la vie vous le rendra et puis même, je trouve ça plus intéressant quand on se couche le soir de se regarder dans le miroir et se dire qu'on a fait son maximum, qu'on a essayé d'aider des gens, qu'on a répondu à des questions, voilà, qu'on a fait à notre échelle le maximum plutôt que de se dire: «Ah ben, c'est cool, aujourd'hui j'ai fait, 15 K, mais j'ai arnaqué 40 personnes, je les ai poussées». Non, mais il y a plein de gens, ils font de la vente, mais c'est de la Mmh. vente agressive. Donc en fait, ils vendent des choses à des gens qui n'en veulent pas. Ils se font plein d'argent, bah, c'est cool, mais en fait, qu'est-ce que tu en retiens de ça? Quand tu seras vieux et que tu seras dans ton lit avant de mourir, les gens, ils vont être enfin, tu vas te dire: «Bah, OK, j'ai vendu des PDF de merde à des gens». Par contre, si tu te dis qui n'en voulaient pas en plus. Par contre, si tu te dis: «OK,
Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai répondu à un besoin en vendant un produit pas trop cher, où les gens étaient contents, avaient un retour sur investissement. Potentiellement, tu as pu changer leur vie, ou pas changer leur vie, mais tu as pu les aider, et qu'en fait, voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand enfin, voilà, dans toute ta vie Mmh. de faire les choses bien, d'aider les gens et voilà et je vois beaucoup trop de gens et à chaque fois ça me choque, même des gros youtubeurs, des gros influenceurs et tout, qui se vendent de plus ou moins pas arnaquer, mais à la limite, je trouve ça vraiment dommageable, sachant qu'ils pourraient faire la même chose en positif et je pense que même dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ils auraient les intérêts composés de cette chose-là, de manière beaucoup plus intéressante, voilà. Yes, C'est tout génial. et c'est pareil sur Amazon KDP, c'est pareil sur tout, tu vois, toi, tu réponds à tout même s'il y avait un échange financier via, le la formation que j'ai payée, derrière, je te posais tes questions, tu me répondais, de manière, assez rapide, très précise. Heu, Quand on avait fait le coaching, même si je veux dire, j'avais deux trois questions qui me restaient, ça faisait 1 heure qu'on était dessus, bah, tu me disais pas, c'est fini, on arrête tout de suite, voilà, enfin et pour moi, c'est la moindre des choses et derrière, je te le rends, enfin et ça marche comme ça, Yes, quoi. Voilà, très bien. C'est un bon mot de la fin, je trouve. Donner pour recevoir, je trouve que c'est plutôt sympa. exactement. Écoute, merci d'avoir été présent. Merci de nous avoir donné, tous ces tips, voilà, sur la communauté, sur, l'écriture et cetera. Tout ce que tu nous as, évoqué ici. Merci de ta présence. Et Je te je tiens souhaite juste à préciser oui, un dernier truc, c'est, ça, dis-moi. ce n'est que mon expérience personnelle, ce n'est qu'à mon échelle. Mes conseils, ils ont fonctionné dans mon cas. Peut-être que ça marcherait pas avec d'autres niches, peut-être que ça marcherait pas dans d'autres situations. J'ai pas du tout la prétention d'avoir la science infuse. Simplement, là, je repartage, que je ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Après, je pense que sur d'autres niches, certaines de mes stratégies sont pas forcément bonnes. Je pense que ce que j'ai fait ne fonctionnerait pas forcément partout. Simplement après, il faut avoir la jugeote d'ajuster à son marché, à sa niche et écouter les experts. C'est-à-dire que moi, j'ai pas écouté des gens qui n'avaient pas fait d'Amazon KDP sur ma stratégie de lancement. J'ai demandé à Jérémy, j'ai demandé à d'autres personnes qui savent vraiment. Enfin voilà quoi, donc vraiment, écoutez les gens qui savent et ne prenez pas tout pour argent comptant et adaptez-le. Parce qu'il y a aussi des choses que, par exemple, tu as pu me dire et que moi, en fait, j'ai pris l'information, mais je l'ai adaptée à ma niche. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément fait mot pour mot ce que tu me disais parce que c'était peut-être pas tout à fait adapté. C'était adapté à tes niches ou à ta stratégie personnelle et je l'ai un petit peu changé. Et donc, tout ce que je dis, pareil, là, tout ce que je dis là, bah, en fait, peut-être qu'il ne faut pas faire exactement la même approche dans votre niche, mais en faisant une approche assez parallèle, en l'adaptant, je pense que ça peut fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Yes, cool. Merci Voilà. pour ton retour. Je te souhaite de continuer à bien vendre, ce livre et tes projets futurs que tu auras, mais tu es bien parti, donc c'est cool. Bah, on va essayer en tout cas, c'est l'objectif et puis voilà. J'espère que j'ai Génial. pu, inspirer certaines personnes et Et bah, je pense que oui, dites-nous en commentaire si, si ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous savez qui répond, donc vous pouvez les mettre en commentaire c'est ça, exactement. et j'y répondrai ou alors peut-être que tu passeras à répondre. On verra. C'est ça, ouais. Exactement. Merci et à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Au revoir.